de disputer si la partie du dessin et de l'expression est préférable à celle du coloris. La perfection du dessin et celle du coloris sont des choses réelles sur lesquelles on peut disputer et convenir à l'aide d'un compas ou de la comparaison. Ainsi, les personnes intelligentes conviendront bien entre elles du rang que le brun tient entre les compositeurs et les dessinateurs, comme du rang du Titien entre les coloristes. Mais la question si le brun est préférable au Titien, c'est-à-dire si la partie de la composition poétique et de l'expression est préférable à celle du coloris, et laquelle de ces parties est supérieure à l'autre, je tiens qu'il est inutile de l'agiter. Jamais les personnes d'un sentiment opposé ne sauraient s'accorder sur cette prééminence dont on juge toujours par rapport à soi-même. Suivant qu'on est plus ou moins sensible au coloris ou bien à la poésie pittoresque, on place le coloriste, le plus grand peintre pour nous, et celui dont les ouvrages nous font le plus de plaisir. Les hommes ne sont pas affectés également par le coloris ni par l'expression. Il en est qui, pour ainsi dire, ont l'œil plus voluptueux que d'autres. Leurs yeux sont organisés de manière que l'harmonie et la vérité des couleurs y excitent un sentiment plus vif que celui qu'elle excite dans les yeux des autres. Un autre homme dont les yeux ne sont point conformés aussi heureusement, mais dont le cœur est plus sensible que celui du premier, trouve dans les expressions touchantes un attrait supérieur au plaisir que lui donne l'harmonie et la vérité des couleurs locales. Tous les hommes n'ont pas le même sens également délicat. Les uns auront le sens de la vue meilleur à proportion que les autres sens. Voilà pourquoi les uns préfèrent le Poussin au Titien, quand d'autres préfèrent le Titien au Poussin. Ceux qui jugent sans réflexion ne manquent pas de supposer en faisant leur jugement que les objets affectent intérieurement les autres ainsi qu'eux-mêmes. Ils en sont affectés. Celui qui défend la supériorité du Poussin ne conçoit donc pas qu'on puisse mettre au-dessus d'un poète dont les inventions lui donnent un plaisir sensible. Un artisan qui n'a su que disposer des couleurs dont l'harmonie et la richesse lui font un plaisir médiocre. Le partisan du Titien, de son côté, plaint le partisan du Poussin de préférer un peintre qui n'a pas su charmer les yeux, et cela pour quelques inventions dont il juge que tous les hommes ne doivent pas être beaucoup touchés, parce que lui-même, il ne l'est que médiocrement. Chacun opine donc en supposant comme une chose décidée que la partie de la peinture qui lui plaît davantage est la partie de l'art qui doit avoir le pas sur les autres, et c'est en suivant le même principe que les hommes se trouvent d'un avis opposé. Chacun est entraîné par son plaisir. Ils auraient raison si chacun se contentait de juger pour soi. Leur tort est de vouloir juger pour tout le monde. Mais les hommes croient naturellement que leur goût est le bon goût, et par conséquent, ils pensent que les personnes qui ne jugent pas comme eux ont les organes imparfaits, et qu'elles se laissent conduire à des préjugés qui les gouvernent, sans qu'elles-mêmes s'aperçoivent du pouvoir de la prévention. Qu'on change les organes de ceux à qui l'on voudrait bien changer de sentiment sur les choses qui sont purement de goût, ou pour mieux dire que chacun demeure dans son opinion sans blâmer l'opinion des autres. Vouloir persuader un homme qui préfère le coloris à l'expression, en suivant son propre sentiment qu'il a tort, c'est vouloir le persuader de prendre plus de plaisir à voir les tableaux du Poussin que ceux du Titien. La chose ne dépend pas plus de lui qu'il dépend d'un homme, dont le palais est conformé de manière que le vin de Champagne lui fait plus de plaisir que le vin d'Espagne, de changer de goût et d'aimer mieux le vin d'Espagne que l'autre. La prédilection qui nous fait donner la préférence à une partie de la peinture sur une autre partie ne dépend donc point de notre raison, non plus que la prédilection qui nous fait aimer un genre de poésie préférablement aux autres. Cette prédilection dépend de notre goût, et notre goût dépend de notre organisation, de nos inclinations présentes et de la situation de notre esprit. Quand notre goût change, ce n'est point parce qu'on nous aura persuadé d'en changer, mais c'est qu'il est arrivé en nous un changement physique. Il est vrai que souvent ce changement nous a été insensible et que nous ne pouvons même nous en apercevoir qu'à l'aide de la réflexion, parce qu'il s'est fait peu à peu et imperceptiblement. L'âge et plusieurs autres causes produisent en nous ces sortes de changements. Une passion triste nous fait aimer durant un temps des livres assortis à notre humeur présente. Nous changeons de goût aussitôt que nous nous sommes consolés. L'homme qui, durant son enfance, trouvait plus de plaisir à lire les fables de La Fontaine que les tragédies de Racine, leur préfère à 30 ans ces mêmes tragédies. Je dis préférer et aimer mieux, et non pas louer et blâmer, car en préférant la lecture des tragédies de Racine à celle des fables de La Fontaine, on ne laisse pas de louer, et même d'aimer toujours ces fables. L'homme dont je parle
aimera mieux à 60 ans les comédies de Molière, qui lui remettront si bien devant les yeux du monde qu'il a vu et qui lui fourniront des occasions si fréquentes de faire des réflexions sur ce qu'il aura observé dans le cours de sa vie, qu'il n'aimera les tragédies de Racine, pour lesquelles il avait tant de goût lorsqu'il était occupé des passions que ces pièces nous dépeignent. Mais ces goûts particuliers n'empêchent pas les hommes de rendre justice aux bons auteurs, ni de faire le discernement de ceux qui ont réussi, même dans le genre pour lequel ils n'ont point de prédilection. C'est sur quoi nous nous étendrons davantage à la fin de la seconde partie de cet ouvrage. De la sculpture du talent qu'elle demande et de l'art des bas-reliefs. Tout ce que nous avons dit touchant l'ordonnance et l'expression des tableaux peut aussi s'appliquer à la sculpture. Le ciseau est capable d'imiter, et dans les mains d'un homme de génie, il s'est intéressé presque autant que le pinceau. Il est vrai qu'on peut être un bon sculpteur et sans avoir autant d'invention qu'il en faut pour être un excellent peintre, mais si la poésie n'est pas si nécessaire au sculpteur, un sculpteur ne laisse pas d'en faire un usage qui le met fort au-dessus de ses concurrents. Nous voyons donc par plusieurs productions de la sculpture qu'entre les mains d'un homme de génie, elle est capable des plus nobles opérations de la peinture. Telle était l'histoire de Niobé, représentée avec 14 ou 15 statues liées entre elles par une même action. On voit à Rome, dans la vigne de Médicis, les savantes reliques de cette composition antique. Tel était le groupe d'Alexandre blessé et soutenu par des soldats dont le pasquin et le torse de Belvédère sont des figures. Pour parler de la sculpture moderne, telle que sont le tombeau du cardinal de Richelieu et l'enlèvement de Prospérine par Girardon, la fontaine de la place Navone et l'extase de Sainte-Thérèse par le Bernin, comme le grand bas-relief de l'Algarve qui représente Saint-Pierre et Saint-Paul en l'air menaçant Attila qui venait à Rome pour la saccager. Ce bas-relief sert de tableau à un des petits autels de la basilique de Saint-Pierre. Je ne sais point même s'il ne faut pas plus de génie pour tirer du marbre une composition pareille à celle de l'Attila que pour la peindre sur une toile. En effet, la poésie et les expressions en sont aussi touchantes que celles du tableau où Raphaël a traité le même sujet, et l'exécution du sculpteur, qui semble avoir trouvé le clair-obscur avec son ciseau, me paraît d'un plus grand mérite que celle du peintre. Les figures qui sont sur le devant de ce superbe morceau sont presque de rondes bosses. Elles sont de véritables statues. Celles qui sont derrière ont moins de relief, et leurs traits sont plus ou moins marqués, selon qu'elles s'enfoncent dans le lointain. Enfin, la composition finit par plusieurs figures dessinées sur la superficie du marbre par de simples traits. Je ne prétends pas louer Lalgarde d'avoir tiré de son génie la première idée de cette exécution, ni d'être l'inventeur du grand art des bas-reliefs, mais bien d'avoir beaucoup perfectionné par l'ouvrage dont il s'agit ici cet art déjà trouvé par les modernes. Nous ne voyons pas, du moins dans les morceaux de la sculpture grecque ou romaine qui nous sont restés, que l'art des bas-reliefs ait été bien connu des anciens. Leurs sculpteurs ne savaient que couper des figures de rondes bosses par le milieu ou par le tiers de leurs épaisseurs et de les plaquer, pour ainsi dire, sur le fond du bas-relief, sans que celles qui s'enfonçaient fussent dégradées de lumière. Une tour qui paraît éloignée de 500 pas du devant du bas-relief, à en juger par la proportion d'un soldat mené sur la tour, avec les personnages placés le plus près du bord du plan, cette tour, dis-je, est taillée comme si l'on la voyait à 50 pas de distance. On aperçoit distinctement la jointure des pierres que l'on compte les tuiles de la couverture. Ce n'est pas ainsi que les objets se présentent à nous dans la nature. Non seulement ils paraissent plus petits à mesure qu'ils s'éloignent de nous, mais ils se confondent encore quand ils sont à une certaine distance à cause de l'interposition de la masse de l'air. Les sculpteurs modernes, en cela mieux instruits que les anciens, confondent les traits des objets qui s'enfoncent dans le bas-relief et ils observent dans la perspective aérienne, avec 2 ou 3 pouces de relief, ils font des figures qui paraissent de rondes bosses et d'autres qui semblent s'enfoncer dans le lointain. Ils y font voir encore des paysages artistement mis en perspective par une diminution de traits, lesquels étaient non seulement plus petits mais encore moins marqués, et se confondant même dans l'éloignement, produisent à peu près le même effet en sculpture que la dégradation des couleurs fait dans un tableau. On peut donc dire que les anciens n'avaient point l'art des bas-reliefs aussi parfait que nous l'avons aujourd'hui, quoiqu'on voit des figures admirables,
dans des bas-reliefs antiques. Telles sont les danseuses du Louvre, copiées d'après le bas-relief antique qui est à Rome et que tant de sculpteurs habiles ont prise pour étude. Je ne trouve donc pas que la récompense de l'Algarde, à qui le pape Innocent X donna 30 000 écus pour son bas-relief, ait été excessive. Je ferai venir voir encore que le cavalier Bernin et Girardon ont mis autant de poésie que lui dans leurs ouvrages, si je ne craignais d'ennuyer mon lecteur. Je ne rapporterai donc que de toutes les inventions du Bernin qu'un trait qu'il a placé dans sa fontaine de la place de Navone pour exprimer une circonstance particulière au cours du Nil, que sa source soit inconnue et que, comme le dit Lucain, la nature n'ait pas voulu qu'on ait pu voir ce fleuve sous la forme d'un ruisseau. La nature n'a révélé à personne la source cachée et elle n'a pas permis au peuple de te voir, Nil tout petit. La statue qui représente le Nil et que le Bernin a rendu reconnaissable par les attributs que les anciens ont assignés à ce fleuve se couvre la tête d'un voile. Ce trait qui ne se trouve pas dans l'antique et qui appartient au sculpteur exprime ingénieusement l'inutilité d'un grand nombre de tentatives que les anciens et les modernes avaient fait pour parvenir jusqu'aux sources du Nil en remontant son canal. L'allégorie du Bernin désigne noblement que le Nil a voulu cacher sa source. Voilà ce qu'on croyait encore communément à Rome, sous le pontificat d'Innocent X, quand le Bernin fit sa fontaine. Il est vrai que les personnes curieuses y devaient avoir déjà connaissance des découvertes du père Manuel d'Almeida et du père Hieronymo Lobo, quoique l'histoire de la haute Éthiopie du père Télèse, qui le premier a donné ses découvertes au public, ne fut pas encore imprimée. Elle ne parut que 6 ans après la mort d'Innocent X. Mais les relations particulières que les jésuites portugais avaient envoyées à Rome et ce qu'en avaient raconté ceux d'entre eux qui étaient repassés en Europe devaient y avoir appris déjà aux curieux comment étaient faites les sources du Nil, qu'on avait enfin découvertes dans l'Abyssinie. Les faits merveilleux sont encore véritables pour les poètes de tout genre longtemps après qu'ils ont cessé de l'être pour les historiens et pour les autres écrivains, dont la vérité est le premier objet. Je pense même que sur beaucoup de faits de physique, d'astronomie et de géographie, les peintres, les poètes et les sculpteurs doivent s'en tenir à l'opinion communément reçue de leur temps, quoiqu'elle soit contredite avec fondement par les savants. Ainsi, le vol de l'hirondelle qui rase la terre sera pour le poète un vol timide, quoique ce vol soit très hardi pour Borelli et pour les autres savants qui ont étudié les mouvements des animaux. La femelle d'une ruche d'abeilles sera le roi de l'essaim, et on lui attribuera encore tout ce qui peut avoir été dit d'ingénieux sur ce roi prétendu qui ne porte point d'aiguillon. Je ne disconviens point que ces vérités devenant plus communes avec le temps, il ne faille un jour que les poètes s'y conforment. Mais ce n'est point à eux de les établir ni de choquer. Pour les établir, l'opinion vulgaire, à moins qu'ils n'écrivissent de ces poèmes que nous avons appelés des poèmes dogmatiques. Du génie en général, le sublime de la poésie et de la peinture est de toucher et de plaire, comme celui de l'éloquence et de persuader. Il ne suffit pas que vos vers soient beaux, dit Horace en style de législateur, pour donner plus de poids à la décision. Il faut encore que ces vers puissent remuer les cœurs et qu'ils soient capables d'y faire naître les sentiments qu'ils prétendent exciter. Il ne suffit pas que les poèmes soient beaux, il faut qu'ils soient charmeurs et mènent où ils voudront l'âme de l'auditeur. Horace aurait dit la même chose aux peintres. Un poème ainsi qu'un tableau ne saurait produire cet effet s'il n'a pas d'autre mérite que la régularité et l'élégance de l'exécution. Le tableau le mieux peint, comme le poème le mieux distribué et le plus exactement écrit, peuvent être des ouvrages froids et ennuyeux. Afin qu'un ouvrage nous touche, il faut que l'élégance du dessin et la vérité du coloris. Si c'est un tableau, il faut que la richesse de la versification, si c'est un poème, y servent à donner l'être à des objets capables par eux-mêmes de nous émouvoir et de nous plaire. En effet, comme l'art émane de la nature, si la nature n'émeut ni ne charme, il paraît n'avoir rien produit du tout. Si les héros du poète tragique ne m'intéressent point par leur caractère et par leurs aventures, sa pièce m'ennuie, quoiqu'elle soit écrite purement et quoiqu'il n'y ait pas de faute contre ce qu'on appelle les règles du théâtre. Mais si le poète m'expose les aventures, s'il me fait voir des situations, des caractères qui m'intéressent autant que ceux de Pyrrhus et de Pauline, sa pièce me fait pleurer.
et je reconnais l'artisan qui se joue ainsi de mon cœur, pour un homme qui sait faire quelque chose de divin. Je pense qu'il pourrait marcher sur la corde raide, le poète qui, par de pure fiction, me serre le cœur, m'irrite, m'apaise, me remplit comme ferait un magicien de chimérique terreur et me transporte tantôt à Thèbes, tantôt à Athènes. La ressemblance des idées que le poète tire de son génie avec les idées que peuvent avoir des hommes qui se trouveraient être dans la même situation où ce poète place ses personnages, le pathétique des images qu'il a conçues avant que de prendre la plume ou le pinceau, font donc le plus grand mérite des poèmes ainsi que le plus grand mérite des tableaux. C'est à l'intention du peintre ou du poète, c'est à l'invention des idées et des images propres à nous émouvoir et qu'il met en œuvre pour exécuter son intention qu'on distingue le grand artisan du simple manœuvre, qui souvent est plus habile, ouvrier que lui dans l'exécution. Les plus grands versificateurs ne sont pas les plus grands poètes, comme les dessinateurs les plus réguliers ne sont pas les plus grands peintres. On n'examine pas longtemps les ouvrages des grands maîtres sans s'apercevoir qu'ils n'ont pas regardé la régularité et les beautés de l'exécution comme le dernier but de leur art, mais bien comme les moyens de mettre en œuvre des beautés d'un ordre supérieur. Ils ont observé les règles afin de gagner notre esprit par une vraisemblance toujours soutenue et capable de lui faire oublier que c'est sur une fiction que notre cœur s'attendrit. Ils ont mis en œuvre les beautés d'exécution afin de nous prévenir en faveur de leurs personnages par l'élégance de l'extérieur ou par l'agrément du langage. Ils ont voulu arrêter nos sens sur les objets destinés à toucher notre âme. C'est le but de l'orateur quand il s'assujettit aux préceptes de la grammaire et de la rhétorique. Sa dernière fin n'est pas d'être loué sur la correction et sur le brillant de sa composition, deux choses qui ne persuadent point, mais de nous amener à son sentiment par la force des raisonnements ou par le pathétique des images que son invention lui fournit et dont son art ne lui enseigne que l'économie. Or, il faut être né avec du génie pour inventer, et l'on ne parvient même qu'à l'aide d'une longue étude à bien inventer. Un homme qui invente mal, qui produit sans jugement, ne mérite pas le nom d'inventeur. Pour ma part, je ne crois pas qu'on puisse même avoir inventé sans avoir jugé, dit Quintilien, en parlant de l'invention. Les règles qui sont déjà réduites en méthode sont des guides qui ne montrent le chemin que de loin. Et ce n'est qu'avec le secours de l'expérience que les génies les plus heureux apprennent d'elles comment il faut appliquer dans la pratique les maximes succinctes de ces lois et leurs préceptes trop généraux. Soyez toujours pathétiques, disent ces règles, et ne laissez jamais languir vos spectateurs, ni vos auditeurs. Voilà de grandes maximes, mais l'homme né sans génie n'entend rien aux préceptes qu'elles renferment, et le génie le plus heureux ne devient pas même capable, en un jour, de les bien appliquer. Il convient donc de traiter ici du génie et des études qui forment les peintres et les poètes. Si cet enthousiasme divin qui rend les peintres poètes et les poètes peintres manque à nos artisans, s'ils n'ont pas, comme le dit Perrault, ce feu, cette divine flamme, l'esprit de notre esprit et l'âme de notre âme, les uns et les autres restent toute leur vie de vils ouvriers et des manœuvres dont il faut payer les journées, mais qui ne méritent pas la considération et les récompenses que les nations polies doivent aux artisans illustres. Ils sont de ces gens dont Cicéron dit « ceux dont on achète les ouvrages et non pas ceux dont on achète le talent ». Ce qu'ils savent de leur profession n'est qu'une routine qui se peut apprendre, comme on apprend les autres métiers. Les esprits les plus communs sont capables d'être des peintres et des poètes médiocres.